Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, nous partons à une dizaine de kilomètres seulement de la ville chef-lieu du département, découvrir une commune appartenant à la communauté d'agglomération d'Épinal. Le village est réparti en plusieurs hameaux, bordé par le canal de l'Est. Uzmin compte aujourd'hui un peu plus de 1000 habitants. Nous partons rencontrer 3 d'entre eux. Antonio Montero, dans sa ferme hélicicole, la Forge au Rampant. Valentin Milan a décidé il y a quelques années de changer de vie avec sa compagne. Ils se sont lancés dans l'activité maraîchère à la ferme du Petit Paris. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Pauline Babé-Folzer. Oui, vous êtes maire de la commune depuis près de 2 ans maintenant. Pourquoi être maire de la commune d'Uzmin ? Pourquoi être maire de la commune d'Uzmin ? J'étais conseillère depuis 2014 et au cours du mandat 2014-2020, en fait, de nombreux conseillers ont décidé d'arrêter. Et nous n'étions plus que 5 à continuer. Sur les 5 qui restaient, j'étais peut-être celle qui était la plus touche à tout, qui avait le plus de temps et puis le plus peut-être d'envie aussi de travailler pour ma commune. Donc j'ai été tête de liste et on a été élus. Voilà. Vous voilà ici aujourd'hui, Voilà. en tout cas. Voilà. En quelques mots, comment vous décririez la commune d'Uzmin ? Je dirais que c'est une commune forcément très agréable. Sinon, j'y habiterais pas depuis bientôt 27 ans. Les gens se connaissent, s'apprécient. On a la chance d'avoir encore un bistrot, ce qui fait que pour la vie du village, c'est vraiment très très important d'avoir des fêtes comme la fête de l'œuf. Un marché depuis 1 an. On a la particularité, comme pour beaucoup de villages de la Vosges, d'être très étalés. Donc c'est vrai que par rapport à la cohésion, ça pourrait être difficile, mais je crois qu'il y a vraiment un esprit manusien. Alors une commune, je le disais en introduction, qui a été rattachée à la communauté d'agglomération d'Épinal en 2017. Oui. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose aujourd'hui ? Est-ce que c'est un atout d'être rattaché à la commune d'agglo ? Alors pour moi c'est un atout. Pour les gens d'ici, j'avoue qu'il y avait une certaine appréhension. Ils ne voyaient pas trop à quoi ça pouvait leur servir, mais je pense que petit à petit, ils verront les avantages quand même, rien que de faire partie de l'agglo pour l'accès à la piscine, l'accès à la les patinoire, services de loisirs, des choses les comme services, ça, ouais. l'aide pour les vélos électriques, etc. Après, pour l'aide au quotidien, je ne suis pas sûre qu'ils s'en rendent encore bien compte, et peut-être aussi que c'est à nous de communiquer plus sur les avantages. On a dit que c'était une commune Uzmin qui bougeait, on Oui. voit qu'il y a des fêtes, des rassemblements. Est-ce qu'au niveau associatif et économique, ça aussi, ça fonctionne ? Alors, associatif, donc il y a le comité des fêtes qui a mis en place avec la mairie le marché. Donc là, c'était vraiment un gros travail et qui a beaucoup de projets. Donc le club du Muguet, qui est le club des anciens et qui est vraiment très très dynamique. Le comité de l'œuf, des associations sportives. Alors on aimerait bien aussi retrouver plus une dynamique au niveau du sport pour les enfants. On a la chance aussi d'avoir une école de musique. Et puis les entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises. Et alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur ce zoo ? Le zoo, moi je ne l'ai jamais connu parce que je suis là seulement depuis 1995, mais j'habite tout près, donc il y a beaucoup de gens qui venaient chez moi en me disant est-ce que le zoo est ici ? Et non. Et après, en faisant connaissance avec beaucoup de monde, j'ai vu des brochures, on m'en a parlé, il paraît qu'il y avait des lions. Ça fait 30 ans cette année qu'il a fermé. Un zoo à Uzmin, c'est surprenant. Bon. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Uzmin ? Moi, je trouve que ça va chez nous. Après, je ne veux pas parler au nom de tous les habitants, mais moi, je trouve que ça va, oui. Un petit mot peut-être sur les projets de la commune. Nous sommes justement devant l'école qui est le plus gros projet, en tout cas pour... Le projet en cours, en fait. L'école a été construite en 2 tranches, donc elle a entre 25 et 30 ans selon la tranche de travaux. Oui. Donc l'idée est de refaire la façade, de refaire la cour pour une meilleure accessibilité handicapée. Avant, il y avait une aire de jeu qui n'était que pour l'école. Donc la nouvelle aire de jeu sera à la fois pour l'école et pour les habitants le week-end, avec un système de double portail. On a d'autres projets comme la rénovation du local technique qui servira de boulangerie. Donc on a déjà trouvé le boulanger, qui est boulanger, pâtissier, chocolatier, Parfait. qui peut faire des plats traiteurs, qui est jeune, dynamique et...
On espère vraiment que ça fonctionnera. Donc, comme les agents techniques n'auront plus de local, on est obligé d'en reconstruire un. Donc, pas très loin de l'usine France Riband qui se trouve à 500 mètres d'ici à peu près. Beaucoup de projets, c'est important pour faire vivre une commune et pour continuer à avancer. Tout à Merci fait. beaucoup, Mais Pauline, je vous pour en votre prie, accueil ici à Husemin. C'est moi qui vous remercie. Nous continuons, notre découverte du village, direction la Forge au Rampant. Après plusieurs années en tant qu'employé dans une papeterie, Antonio Montero a décidé de concrétiser le projet de toute une vie, devenir héliciculteur. Pour cela, il reprend ses études à 56 ans et depuis 2020, il élève des escargots comestibles, principalement des gros gris. Antonio, merci de nous accueillir. Nous sommes dans un de vos parcs. Je vous en prie. Alors, vous avez repris vos études à 56 ans. Difficile, mais quand on a la volonté et l'envie, ça se passe bien? C'était un rêve, hein. Je l'avais fait quand j'étais gosse, j'en ai fait pendant 3 ans au Portugal et ça m'a resté toujours dans la tête. Et lorsqu'on a acheté cette ferme-là en 1991, mon objectif ça a été déjà d'acquérir des terrains pour plus tard faire de l'héliciculture. Mais bon, la vie, elle ne fait pas toujours comme on veut. Du coup, je me suis retrouvé en papeterie où j'ai travaillé pendant 19 ans. Vous avez eu besoin de changer. Voilà. C'était finalement le petit coup de pouce du destin. Voilà. C'est ma devise, c'est lentement mais sûrement, quoi. C'est ça la devise de mon entreprise. C'est pour ça que je me suis lancé dans les escargots. Et justement, il existe différentes sortes d'escargots, Antonio. Quels sont ceux que vous avez choisis? Les gros gris, pourquoi? Parce que c'est un escargot qui s'adapte très bien à toutes les régions, peu importe où on est en France. Il s'acclimate très bien et c'est un escargot qui est facile, quoi. C'est facile à élever, il n'est pas contraignant. Alors on voit de la verdure autour de nous, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça mange? L'escargot, il faut savoir qu'il mange tout. Il peut être carnivore, il peut même manger ses confrères morts, il peut manger une limace morte, mais son mets préféré, ça reste quand même la végétation. Il faut savoir que dans la végétation, comme la limace et l'escargot, ils adorent tout ce qui est tendre et bon. Un escargot qu'on voit dans un jardin, il va s'attaquer aux salades et pas à l'herbe. Parce qu'on dit qu'un escargot il mange de l'herbe, non, c'est pas vrai. Qu'un escargot il mange pas de l'herbe. Hein. C'est les vaches qui mangent de l'herbe. L'escargot, il mange tout, que c'est des salades, des fourragers. Par exemple, là, dans les parcs, on voit bien qu'il y a du chou fourragé, il y a de l'alfalfa, il y a du trèfle royal. En fin de saison, on commence à lui donner moins de farine pour qu'il commence à se purger, à nettoyer. Alors, on laisse que la verdure. Et là, il s'attaque à la verdure. Ça veut dire que vers le mois de septembre, octobre, il n'y a plus de verdure dans nos parcs. Et justement, cette farine, alors, c'est quoi? Expliquez-nous. On essaie toujours de mettre des farines sans OGM, quoi que ce soit le plus sain. Mais cette farine, il y a du calcium, du calcaire et tout ça, tout qui aide à grandir plus vite. C'est boosté, quoi, comme on le booste. Et il y a pas mal de nutriments qui sont très bons pour la coquille, pour le développement de la coquille et tout ça. Et ça, cette farine, c'est un besoin pour pouvoir faire un élevage et pour qu'il puisse grandir vite. Hein, parce qu'il faut voir quand même qu'on fait un escargot adulte en 6 mois. Quoi. Et alors, vous avez construit ce deuxième parc pour répondre à la demande, parce que la demande d'escargots est plus forte, ou c'était une envie de s'agrandir tout simplement? Non, c'est une envie de m'agrandir parce que j'ai un objectif de 3800 mètres carrés. Alors moi, je préfère aller lentement mais sûrement. Parce que moi, je ne devais pas faire de la transformation, hein, parce que normalement, je ne devais vendre que du vif. Si vous voulez vendre du vif, il faut minimum 4000 m² de terrain, voire 5, 6 000. Là, vous pouvez vivre de ça et vendre. Avec des petites surfaces comme ça, des 1000 m², 1500, vous êtes obligé à faire de la transformation. Et la transformation, j'en avais horreur de ça. C'est une chose à l'école que ça ne m'intéressait pas du tout. Ça ne m'intéressait pas aller en cuisine et tout ça. Mais j'ai eu tellement de demandes ici. Et les gens ils me demandaient pourquoi vous ne faites pas la transformation et tout ça. J'ai décidé de faire de la transformation. Et donc la transformation, ça passe. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'en ai plein de trucs. Hein. Je lis beaucoup. Hein. Bien sûr. Le courbouillon. Et après, j'ai les fermentines, qui c'est la fameuse coquille et tout ça. J'ai fait du picapéro aussi, que c'est de l'escargot qu'on mange froid. Que normalement, on n'a pas trop l'habitude de manger l'escargot froid, mais on mange froid ça à l'apéro. Et après, à long terme, j'ai envie de faire des tourtes, la fameuse tourte d'escargot. C'est très, très long, hein, très, très long quand vous êtes tout seul et quand vous en avez 500 000 escargots à abattre et qu'il faut bien voir quand on abatte un escargot, il faut l'enlever, quoi. C'est un par un, quoi. Il n'y a pas de machine pour ça. C'est beaucoup de travail, bien sûr. Ça représente combien de tonnes d'escargots par an? Là, je peux, dans les parcs comme ça, entre 6 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, quoi, ça dépend, hein, ça dépend de la mortalité. L'année dernière, j'ai eu tellement de mortalité que je n'ai sorti même pas 2 tonnes. Quoi.
Parce que là, vous attendez hein, les bébés qui doivent arriver. Là aussi, il y a du retard, ça traîne, les conditions climatiques. Ça fait un peu aussi. peur parce que si je mets plus de temps à remettre mes naissons en parc, ça veut dire que je vais être obligé de les traîner plus loin dans la saison. Et moi, ça veut dire que déjà, si je démarre au 15 juin, il faut déjà que j'amène mes escargots au moins jusqu'à fin d'octobre, au début de novembre. Et là, les escargots, ils supportent le froid, mais il ne faut pas que j'ai un coup de gel au 12,5 ou au moins 10, que c'est sûr que... Donc là, il faut revenir courant novembre pour les voir tous bien gros, prêts à être On mangés. peut les commencer, si je les mets au mois de juin, 5-6 juin, en juillet, août, on les voit déjà. Hein. On les voit déjà, des bons escargots, on peut venir visiter, on les voit traîner partout. Bon, on ne les voit pas trop dans la journée s'il fait très chaud, bien sûr, parce qu'ils sont cachés. Mais à partir de 17-18 heures, on commence à avoir quelques-uns qui sont plus courageux, qui commencent à se déplacer à gauche. Ils savent manger avant les autres. Bon bah écoutez, rendez-vous en juillet-août alors pour venir voir les escargots. Ah oui, Merci oui. Antonio en tout cas de je nous t'en avoir prie. partagé votre métier. Nous continuons notre découverte du village, direction notre dernier invité, la ferme du Petit Paris. Valentin et Ariel ont décidé de changer de vie, une vie plus saine qui correspond plus à leur vision du monde d'aujourd'hui. Ils se sont lancés dans une activité de maraîchage biologique. La ferme du Petit Paris voit pousser de nombreux légumes et depuis peu propose des plants. Valentin, merci de nous accueillir à la ferme du Petit Paris. Alors, un changement de vie, vous étiez dans l'informatique, votre compagne agent SNCF. Du jour au lendemain, vous décidez de tout changer. Comment ça s'est fait ce projet? L'idée de ce projet s'est fait au début quand on s'est rencontrés. Assez rapidement, on savait qu'on voulait retourner à la campagne. Et tout doucement, la chose s'est dessinée et on a été du coup vers le maraîchage et forcément du coup biologique. Alors pourquoi donc vous dites du coup biologique, c'est pour vous une évidence? Pour nous, c'était une évidence. Aujourd'hui, on sait faire pousser des produits de façon biologique sans produits de synthèse. Du coup, pourquoi le faire avec? Donc après, c'est des techniques à avoir, donc des formations à faire, etc. Et aujourd'hui, on voit que ça marche très bien. Quel bilan vous tirez de ces débuts? Alors 2020, hein, vous êtes installé ici à la ferme du Petit Paris, en tout cas vous avez lancé ce projet. Ouais. Les bilans, les 2 premières années, alors des années un petit peu particulières bien évidemment. Ouais, mais- la première était assez particulière. 2020, c'était le confinement. Du coup, ça nous a beaucoup aidé pour lancer l'activité parce que les gens en profitaient pour venir chercher les légumes, c'était la sortie, etc. Et donc, pour nous faire connaître, c'était beaucoup plus facile. L'année dernière, c'était un peu plus difficile pour toutes les ventes en général, les maraîchers, les magasins de producteurs, dans les magasins alimentaires. Il y a eu une baisse de ventes qu'on a ressenti un tout petit peu, mais sans problème. Alors aujourd'hui, à la ferme du Petit Paris, on retrouve donc des légumes, c'est Ouais. ça, dans les différentes serres. Expliquez-nous, puis après on parlera des plants peut-être en quelques mots. Donc ici, nous faisons pousser plein de légumes, de la tomate à la salade, aux fenouils, aux betteraves, en gros vraiment un maraîchage diversifié. Et là-dessus, suite au départ en retraite de Jeannette et de Philippe Delez, pendant des discussions, ils nous ont invités à dire faites des plants maraîchers, nous arrêtons cette activité, plus personne n'en fait dans le coin. Donc du coup, Ariel en a profité pour partir sur ce créneau-là, avec Jeannette et Philippe qui lui transmettent ces techniques. Donc aujourd'hui, là pour les légumes, donc c'est 4 serres, de grands espaces de jardin. C'est ça, donc en gros pour les légumes, on a 3 serres de 30 mètres, où dedans on démarre avec de la culture de printemps et direct on enchaîne donc, sur cette période-ci avec des légumes d'été, tomates, melons, pastèques, etc. Plus notre petit tunnel à plants, donc c'est là où on va mettre les petites graines, faire pousser les plants avant de les repiquer au jardin. Et derrière, nous avons du coup 6 jardins. L'idée, c'est aussi d'avoir des légumes peut-être qu'on ne penserait pas consommer, ou est-ce qu'on reste vraiment dans du grand classique pour pouvoir convenir à tout le monde et à la majorité surtout? C'est vrai que quand, par exemple, la première année, on a fait des tomates en se disant on va partir sur des variétés anciennes que nous on aime bien. Et un maraîcher bio nous avait donné quelques plants de tomates très classiques. Et on s'apercevait que c'était les premières qui partaient. Donc nous, c'est vrai qu'on avait une vision de dire on va mettre les vieilles variétés qui sont vraiment très bonnes, etc. Et les gens ont une attente qui est aussi différente de la nôtre. Donc tout doucement, il faut s'adapter un peu à la demande, clientèle. mais c'est ça, la Donc c'est clientèle. pour ça que cette année, on a mis beaucoup de la tomate Saint-Pierre, qui est une tomate classique. Mais on continue quand même à mettre, par exemple, le chou rave, qui est un légume oublié et qui est tellement bon. Donc de temps en temps, on essaie d'en glisser un et souvent, les gens après en reprennent parce que c'est juste qu'ils ne connaissaient pas ou C'est qu'ils ça, avaient c'est oublié. l'appréhension peut-être, la C'est peur de la exactement ça. découverte. Comment on fait face aux conditions climatiques? On sait que ça change énormément. Est-ce que on n'a pas le choix, on s'adapte, j'imagine de toute façon. Quasiment tout est arrosé au goutte à goutte pour vraiment économiser au maximum l'eau. Bientôt, ça sera même programmé pour pouvoir se faire la nuit
éviter comme ça l'évaporation. Donc vraiment essayer d'optimiser au maximum l'eau. On marche aussi avec du paillage plastique pour le moment. Donc ce sont des toiles tissées qu'on réutilise d'année en année. Et c'est ce qu'on fait là au début, le temps de faire germer toutes les graines de mauvaises herbes qu'il y a dans le sol, pour en espérant que dans quelques années, quand on n'utilisera plus ce type de paillage, il y aura beaucoup moins de mauvaises herbes. Alors pour la vente, uniquement en direct ici à la ferme, comment ça se passe? Les deux gros canaux de distribution, c'est la vente à la ferme et le drive avec le site internet. Et le deuxième, c'est le marché d'Uzemain, les vendredis, un vendredi sur deux. Bon ben on sait tout, il n'y a plus qu'à venir passer commande, enfin venir chercher ses légumes ou à passer commande. Merci beaucoup Valentin pour votre accueil ici à la ferme du Petit Paris. Eh ben, merci à vous. Notre émission est terminée pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Elle est solide au moins parce que... Pas du tout. Ah bah d'accord. Vas-y, fais-en. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.